Salut. Bonjour Jacques. Elle est où, Katia? Je suis là, mais en fin de compte, j'ai un souci avec ma caméra. Mais elle est où? Qu'elle lève le doigt, parce que je ne vois pas. Là. Ah là, d'accord, ici, au milieu. Mais c'est pas mon meilleur profil, j'ai un souci avec la caméra. Je sais pas trop. Faut que je demande à ma fille. Bon, c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on vous voit. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Merci. Petit à petit, la mosaïque se referme. Exactement. On existe en vrai. Alors, qui a déjà lu Jacques Expert? On va faire un petit… On peut lever la main. Ouais. Après, j'ai des caméras qui sont éteintes. Si vous voulez allumer vos caméras, comme ça on vous voit. Anthony, tu as lu lequel? Ou lesquels? J'ai lu le dernier, là, celui qui est sorti. J'avais lu Deux gouttes d'eau, c'est ça? Ouais. Plus exactement, c'était ça. Et l'autre, c'était… je sais plus. Je sais plus le jour où j'ai tué… Ce soir, j'ai tué l'assassin de mon Voilà, fils. Voilà. c'est ça. Celui-là. Donc, c'est les trois que j'ai lus. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a tellement. Mais Oui. vous n'avez pas vu l'adaptation télé de ce Non. soir? Je Que vais j'allais tuer mon fils. J'en ai parlé à Caro tout à l'heure. Hein? Je me le suis noté. Elle était bien. Je ne sais pas si tu avais bien aimé, Jacques. J'ai encore assez mal, en fait. Le son est pas Ouais. terrible. Caroline Valla, on l'entend super mal. Caro Donc, demandait. C'est vrai. Caro Jacques. demandait. Enfin, Caro, ça va pas. J'entends, c'est haché chez moi. Et Jacques, Là, je t'entends plus. Attends, je vais ouvrir la porte, moi. où est-ce que je parle plus? Il y a un bonnet qui vient d'arriver en bas, à droite. Bonjour, le bonnet. J'ai plus de son du tout. Si, on est là. Ah, si, vous êtes là. Ce soir, je vais… Caro demandait, Jacques, si. Il y a un peu qui est dans le noir. Caro demandait si l'adaptation cinéma de J'irai tuer l'assassin de mon fils, c'est ça? Vous avez plu? Oui, non, c'est bien. C'est une adaptation. Même l'adaptation de Deux gouttes d'eau que vous avez lue était bien. Là, il y a, au mois de juillet, a été tournée l'adaptation d'Hortense. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. D'accord. Ah, génial. Ouais. Mais bon, l'adaptation, c'est librement adapté. Ouais. Je suis embêtée parce que c'est vachement haché le son là. Ouais. En fait, Caroline Valla, c'est très Je haché, en fait. t'entends C'est pas la si bien. Et Mathieu, il n'est pas là? Chez moi alors. Mathieu peut pas nous. Attends, j'essaie de régler ça. Ok. Alors moi, du coup, j'ai regardé la bande-annonce de J'irai tuer l'assassin de mon fils, là, avec Jean-Paul Rouve. Je crois que j'ai vu à peu près tous ces films, sauf celui-ci. Donc, il faut que je le regarde, absolument. Et là, donc, Hortense, il y a celui-là qui vient de sortir, là, il est en train d'être acheté pour en faire un 4 fois 52 minutes, là, le plus fort. D'accord, excellent. Donc, en fidélisation de signature. Il y a aussi, je ne sais pas si certains ont lu Tu me plais, qui était un petit livre. Ça a été acheté pour le cinéma, par une boîte qui s'appelle Mandarin. Ça sera réalisé par celui qui a fait Mesrine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Voilà. Le jour de ma mort a été acheté aussi. Voilà. Pour en faire une suite avec les personnages de deux gouttes d'eau pour en faire une suite, en fait. Donc voilà. Et j'ai adapté, qui va être tourné au mois de janvier, je pense que c'est ça, au mois de janvier, pour TF1, La femme du monstre. La femme du monstre. Vous dit quelque chose? Dis donc, ça n'arrête pas, hein, c'est extra. Ça n'arrête pas. Voilà. Et quand vous dites que c'est librement adapté, ça veut dire que ils peuvent changer la fin, par exemple? Ouais. Je ne vais pas vous raconter la fin parce que vous regardez peut-être le. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont changé la fin, les personnages, tout. D'accord. Ah, et tout. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être d'ailleurs qui a fait l'adaptation qui s'appelle Ingrid Desjours, qui est une auteure. Ouais. Donc elle a fait, objectivement, elle a fait une bonne adaptation parce qu'elle m'a, j'ai lu le scénario avant le tournage, mais l'histoire n'a rien à voir. Donc c'est comme ça. D'accord.
les personnages, si vous aviez tous lu le livre là, je pourrais vous raconter la fin qui n'a rien à voir avec la fin assez brutale d'Hortense. C'est direct. Mais je ne peux pas la raconter, donc vous le regarderez si un jour ça vient, quand ça va, parce que ça a été tourné là. Et maintenant, il y a une règle d'ailleurs dans je fais figurant dans toutes les adaptations. Ah, c'est cool. Dans la vidéo, je bois de la bière, la même bière toute chaude au bout de 3 heures, mais en fait ça va. Et là, dans Hortense, je fais un mec qui téléphone devant l'hôpital, une scène à l'hôpital, et je suis au téléphone à l'entrée de l'hôpital. Dans Ce soir, j'ai tué l'assassin de mon fils, je fais un type qui participe aux obsèques du petit garçon. Donc voilà. Et donc dans les prochains, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une obligation, sinon on ne vend pas le livre. Tu as bien raison. Voilà. Bonne idée. La règle, c'est obligé. Ouais. Et ben voilà, comme ça on a résolu nos problèmes de connexion, non? Tout va bien, Caro? On n'entend pas. Voilà. Non, on n'entend pas. Non, finalement, tout va pas bien. Moi, j'ai dit non. Non, Comment ça? non on entend une Caro, mais pas l'autre. Comment ça? Caro, t'es sur ordinateur ou sur téléphone? Non, je suis sur l'ordi, mais Mathieu est venu m'aider. Ok. Bah, moi, je t'entends. Là, ça va mieux. Là, Là, c'est mieux. ouais. Là, c'est mieux? Bon. Jacques, On reste vous comme ça, entendez ça va? Hein? Alors, on y va? Je pense que si tu parles toute seule, ça va aller. Faut pas qu'il y en ait plusieurs. Et là, juste quand il y a des lettres qui apparaissent sur l'écran, c'est quoi? Ce sont les personnes qui n'activent pas leur caméra. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc le N, c'est quoi? C'est le nom de la personne. C'est Nathalie Cierge. Le C'est C, Nathalie. c'est pour Caroline Lépée. Bonsoir, Caro. C, c'est Caroline. Oui, tout à fait. Ouais. Et le M, ça doit être Margot qui est là. Exactement. Margot Poupade aussi. Coucou. Oui, je suis là. Coucou. Non, c'est pas Caroline. Si Caroline Lépée, elle est juste en dessous, mais elle n'a ni caméra, ni. On ne la voit pas. L'invité mystère. Voilà. Il y a souvent aussi des problèmes de connexion, donc des gens qui se déconnectent et qui se reconnectent. D'accord. Voilà. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que donc, une fois qu'on s'est tous dit bonjour, là, comme à l'instant, on va Il y a couper les quelqu'un micros. voir là au milieu là, avec des lunettes et qui met la main sur la joue. C'est qui? Voilà, qui enlève la main maintenant. Bonjour, c'est Cindy. Bonjour. Et donc ensuite, on va couper les micros pour ne pas qu'il y ait de bruit intempestif le temps de notre discussion. En revanche, vous pouvez prendre la main, évidemment, quand vous le souhaitez. Et sinon, vous pouvez poser des questions ou faire des remarques dans le chat. Vous avez l'habitude. Nous, on relaie les informations à Jacques ou on pose vos questions. Merci à tous d'être là. On démarre, Caro? Ouais, on démarre. Vous m'entendez? Allez. Si vous m'entendez, on démarre. On t'entend. Super. Bah, merci Jacques d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, évidemment, de m'avoir invité. Ton livre Plus fort qu'elle sort aujourd'hui. Donc, on a vraiment l'exclu. C'est la première journée en librairie aujourd'hui. On a eu la chance, pour certains d'entre nous, de le lire un petit peu avant parce qu'on l'a reçu avant. Ah, on est plusieurs, hein? Voilà, donc chez Calman Levy, il vient de sortir, tout beau, tout chaud. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Je pense qu'on est peu nombreux, mais… D'accord, je vais essayer de me présenter. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai une longue carrière de journaliste. Ça, on parle de professionnel. Hein. Et donc, une longue carrière de journaliste, notamment à France Inter et à France Info. J'ai été grand reporter, là, j'ai suivi pas mal de faits divers aussi à mes débuts. Et ensuite, je suis parti, j'ai pas mal bourlingué dans le monde. J'étais correspondant de Radio France pendant 4 ans dans les pays de l'Est, au moment de la chute du mur de Berlin. Bon, ça ne me rajeunit pas, mais on va dire que j'étais très jeune journaliste à l'époque. Ensuite, j'ai travaillé pour TF1. J'ai fait pas mal de documentaires, ou de reportages pour l'émission qui s'appelle Reportage, pour Le Droit de Savoir, pour
pour Zone Interdite. Je m'occupais également, j'étais producteur et rédacteur en chef de Combien ça coûte pendant 3 ans. Ensuite, j'étais directeur des magazines d'M6, d'M6. Après, j'ai dirigé une chaîne qui s'appelle Paris Première, qui est une chaîne qui est maintenant diffusée dans l'ensemble de la France. Et après, j'ai dirigé les programmes de la radio RTL pendant 5 ans. Voilà, et quand M6 a racheté RTL, j'ai décidé de partir pour différentes raisons qui me sont tout à fait personnelles. Et maintenant, ce que je fais qu'écrire. J'écris des romans, enfin j'essaie en tout cas, et j'écris des scénarios pour à la télé à la demande de producteurs. Je travaille notamment avec UGC, parce que j'ai un contrat avec UGC pour travailler pour eux. Voilà. Puis j'ai, parallèlement à tout ça, j'ai un rôle de conseil, un contrat de conseil de conseiller de Radio France. Donc, voilà, pour résumer ma carrière professionnelle. Sinon, je suis marié, j'ai 2 filles, et je suis même grand-père depuis le 14 juillet d'un petit garçon qui s'appelle Louis. Félicitations. Qui aura la chance d'avoir un feu d'artifice pour tous ses anniversaires. Voilà. Voilà. Bon, alors, un CV bien rempli, comme on a pu le voir. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Quel a été le déclic? Alors, moi, j'ai fait le plus fort qu'elle, c'est mon 12e roman, mais en réalité, c'est mon 18e livre. D'accord. Pour mon premier livre, ça va peut-être vous amuser, en tout cas je vais le dire quand même, c'est La grande histoire du football martiniquais en 2 tomes. Il faut le faire. Alors, pourquoi la grande histoire du football martiniquais? Parce que je suis parti aux Antilles, vivre aux Antilles, et en Martinique, et j'étais engagé par une radio qui s'appelle Radio Caraïbe Internationale, et je commentais les matchs de foot à la radio. J'avais 21 ans à l'époque, hein, j'étais jeune, je commentais avec un Antillais qui s'appelle Christian Cabera, qui est resté vraiment un très très bon ami à moi, et pendant 4 ans, j'ai commenté les matchs de foot en direct à la radio, le samedi et le dimanche, en même temps, j'étais journaliste à cette radio, et donc un éditeur local nous a demandé d'écrire la grande histoire du football martiniquais en 2 tomes, et donc ça a été mon premier livre. Voilà. Ensuite, je suis rentré en France, en métropole, et je suis rentré à France Inter en 84, et en 89, j'ai écrit un premier livre qui était un essai sur la détention de longue durée, c'est-à-dire sur la perpétuité, pour résumer, à base d'une 50aine de témoignages de détenus, de gens qui avaient été libérés. Ensuite, quand j'étais dans les pays de l'Est, j'ai écrit un livre qui s'appelle Jean de l'Est, qui racontait le passage du communisme au capitalisme, avec des effets positifs pour certains et des effets négatifs sur l'autre, sur différents personnages que j'avais rencontrés dans mes différentes pérégrinations, parce que moi, ma zone allait de la Pologne au nord, à la Bulgarie à l'est, à l'Albanie au sud, à la Yougoslavie, donc j'ai rencontré des tas de gens, et donc j'ai raconté leur histoire dans ces années leur vie a été totalement basculée. J'ai fait un livre sur les Jeux Olympiques d'Atlanta, la France qui gagne. J'ai fait ensuite 2 livres sur des portraits de grands criminels. À la suite voilà. Donc voilà à peu près les 18 livres que j'ai fait. Et donc, pour en arriver au roman, parce que c'est quand même une longue trajectoire, je voulais faire un livre sur les femmes qui sont mariées à des monstres, mais sans savoir que leur mari est un monstre. C'est-à-dire que c'est des couples qui construisent un quotidien avec des enfants, des crédits, une voiture, une maison, des activités, des vacances, etc. Une vie dont ses voisins n'entendent dire il était sympa, il rendait toujours service, etc. Mais en fait, c'était un monstre, et un monstre, c'est un violeur, un tueur en série, etc. Et donc, j'ai voulu faire un livre là-dessus. Donc, j'ai rencontré quelques femmes de monstres qui ont, effectivement, le jour où elles apprennent que leur mari est un violeur en série, c'est un immeuble de 50 étages qui leur tombe sur la tête. Et j'avais rencontré notamment la femme d'un type qui s'appelle Van Joven, qui était
un personnage assez terrible, puisqu'il avait enlevé 2 petites filles qu'il avait séquestrées pendant 8 jours et dont il avait jeté ensuite le cadavre dans le Larzac. Et donc, les portraits de ces femmes m'intéressaient. Et j'en ai parlé à Anne Carrière qui m'a dit Jacques, c'est un travail de titan à faire parce qu'effectivement, on ne peut pas arriver et dire bonjour madame, alors vous avez été mariée à un monstre, racontez-moi. Et alors, madame, c'est tout un travail effectivement pour discuter avec elle, les convaincre de parler, de se confier, etc. Et j'avais pas le temps. Et donc, en revanche, des différentes rencontres que j'ai eues, j'en ai fait mon premier livre, mon premier roman qui s'appelle La femme du monstre, qui est sorti donc en 2008. Et depuis, je préfère faire des romans qu'écrire des essais. Donc, tous les ans, maintenant, j'essaie d'en faire un. Donc, dont le dernier qui s'appelle Plus fort qu'elle. Voilà, pour résumer. Mais pourquoi j'en suis venu comme ça à passer de l'essai au roman. Et après, on peut croire, quand on est journaliste, c'est plus facile d'écrire, etc. Objectivement, c'est pas exactement le même métier, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, on construit des histoires, on s'attache à des personnages. Moi, en revanche, la chance ou la force que j'ai d'avoir été journaliste, c'est que ça m'a, comme j'ai quand même été plongé dans différentes situations, parfois dures, parfois difficiles, un contexte, j'ai suivi des faits divers, etc. J'ai été correspondant de guerre au Liban, en Yougoslavie, etc. Donc j'ai vu vraiment des situations assez extrêmes qui m'ont assez plongé dans la nature humaine. Et donc, je pense que le métier que j'ai exercé pendant de nombreuses années m'a permis de mieux comprendre les travers de certains individus. Voilà ce que je peux dire. Alors moi, c'était ma première question, justement, c'était de savoir si ton travail de journaliste drainait ton travail d'auteur. Donc, du coup, j'ai un peu répondu à ça, oui, c'est-à-dire quelque part dans mes romans, il y a vraiment de mon expérience professionnelle, clairement. Ouais, ça, j'en suis assez convaincu. Alors, je ne mets pas dans mes romans des gens que j'ai rencontrés, mais je mets dans mes romans la nature humaine que j'ai croisée. Vraiment, et parfois dans j'ai des souvenirs où parfois enthousiasmant, mais des fois extrêmement perturbant sur la nature humaine. Et c'est un peu ça aussi qui est reflété dans mes romans. Et des gens me disent que c'est assez psychologique, mes livres sont psychologiques, et c'est vrai. Et si j'ai une qualité, c'est de vraiment de creuser la nature humaine parce que je l'ai côtoyé, je l'ai bien côtoyé quand même. Dans tes livres, quand même, c'est assez costaud. Hein. Enfin, effectivement, moi, je présente toujours tes livres comme des thrillers psychologiques. Tu as souvent une scène d'ouverture qui est très forte et tu as surtout des fins qui sont complètement jubilatoires à chaque fois. En quelques lignes à la fin de tes romans, c'est vrai que tout bascule. Et c'est ce qui fait ta force d'auteur et le fait que moi, j'aime lire tes livres parce que je suis toujours surprise à la fin. En fait, il y a toujours un petit truc qui bascule à la toute fin de tes bouquins. Tu fermes le bouquin et tu te dis punaise, j'ai rien vu venir. Et voilà, moi j'adore tes fins, je m'en souviens. Je lis beaucoup de livres, mais c'est vrai que je me souviens bien de toutes les fins de bouquins. Bravo. Encore une fois, il n'y a pas de recette. Et encore une fois, il y a des gens qui n'aiment pas mes romans, mais j'y peux rien. Enfin, je ne fais pas l'unanimité. Mais c'est une chose à laquelle qui me paraît importante, parce que moi je suis très lecteur de polar. D'accord. Déjà. Vous lisez quoi Pardon? Qu'est-ce que vous lisez comme polar? Je lis des tas de polars, enfin tout, des polars américains, des polars français, des polars islandais, suédois, etc. Peu importe. Enfin, là, je suis un gros lecteur en fait. Donc sur mon Instagram, je mets que des livres que j'ai aimés. D'accord. Donc il n'y en a pas énormément, mais vous verrez, il n'y a pratiquement que des polars, parce que j'en lis énormément. Mais en tout cas, pour reprendre un peu ta question, Caroline, il y a une chose qui paraît importante dans le polar, c'est il y a 2 recettes. Il y a une recette de polar, il faut appâter avec le début et plutôt laisser les gens sur une impression à la fin. Il n'y a rien, pour moi, il n'y a rien. Et encore une fois, je ne suis pas un modèle, hein, je ne veux
parle tout à fait modestement, et je parle vraiment en tant que lecteur, je suis souvent déçu par les fins de polars qui sont un peu tirés par les cheveux, et on se dit, merde, tout ça pour ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc là, je parle en tant que lecteur, pas en tant qu'auteur, parce que il y a peut-être des gens qui disent aussi avec sa fin, c'est nul, quoi. Donc, peu importe, en tout cas, en tant que lecteur, je pense qu'il faut vraiment. La fin est capitale, il faut qu'elle soit cohérente, et si elle peut scotcher, c'est encore mieux. Ah, si elle peut surprendre, c'est ça. Si j'essaie de faire quelque chose, c'est ça. Et après, on déroule une histoire et on essaie de trouver des personnages qui soient sympathiques, antipathiques, voilà, quoi. Voilà. Alors, justement, on va parler un petit peu de ton livre, Plus fort qu'elle. Est-ce que tu veux nous le pitcher, ou Caro, tu veux nous le pitcher, l'un ou l'autre, comme vous Non, voulez? je crois que Jacques voulait nous lire un extrait. Oui, ah oui, d'accord. Ben, je vais vous dire, oui, j'ai fait un extrait qu'il a. Non, on va les lire, il n'y a pas de souci. Mais oui, mais non, mais il y avait un petit truc quand même, Caro. Ah oui, non. Je vais vous dire un extrait, je vais vous dire. Ouais, parce que c'est une histoire Pas d'amour. la peine de le lire, je vais vous dire la dernière phrase du livre. Voilà. Hein, qui est rien ni personne ne l'arrêtera. Voilà, c'est comme ça. Et toc. Voyez-vous avec ça? Vous savez tout, ceux qui l'ont pas lu, c'est plus la peine de le lire. Comme on parlait des fins, je trouvais que c'était voilà, de circonstances. Vous voulez parler de votre roman, Jacques, ou vous voulez que j'explique ce que j'ai compris? Oui, je veux bien en parler. Donc, aujourd'hui, le terme de crime passionnel, ça n'existe plus. On n'emploie plus le terme de crime passionnel. Donc, on va dire que c'est une histoire d'amour qui finit mal, comme en général, comme dit la chanson. Et donc, c'est l'histoire ça commence avec la mort d'une femme qui est précipitée, qui est poussée qui tombe dans un escalier, qui meurt au pied de l'escalier. Tout de suite, on accuse le mari de l'assassinat de sa femme. Le mari a un alibi, et petit à petit, les enquêteurs se tournent vers la maîtresse. Donc, il y a une triple question. Est-ce que c'est la maîtresse qui a tué? Est-ce que c'est le mari qui a tué? Ou est-ce que c'est la femme est-ce que c'est la maîtresse et le mari qui ont fait le coup ensemble? Et ça, je vous laisse le machiavélisme de l'histoire et de ce duo amoureux, entre guillemets. Alors, Caro, tu veux nous lire l'extrait du livre Plus fort qu'elle, s'il te plaît? Je me lance. On va installer l'extrait pour que vous puissiez suivre. Alors, Plus fort qu'elle donc, est sorti aujourd'hui. Et après, on parlera du jour de ma mort qui est sorti en poche la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Alors, donc Raphaël, c'est la maîtresse qui est aussi la secrétaire de Patrick. Et Cécile, c'est la dame qui est... Bon, je lis l'extrait. Raphaël n'a jamais posé de questions à Cécile. Elle n'a rien voulu savoir d'elle, refusant de nouer la moindre intimité avec cette femme qu'elle détestait au-delà de tout. Cependant, au fil de leurs nombreuses et de plus en plus longues conversations, Raphaël a pratiquement tout raconté de sa vie. Ce démon a su y faire. Un jour, particulièrement excédée par un appel si inquisiteur qu'elle s'en est plainte à Patrick, Raphaël a craqué. La prochaine fois, je l'envoie balader. Ne fais jamais ça. Elle deviendrait ta pire ennemie, mon amour. Et ça, je ne le veux pas. Tu me crois, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle le croyait. Elle le croyait d'autant plus qu'il disait que pour lui, la vie conjugale devenait de pire en pire, et heureusement qu'il allait bientôt vivre loin de cette sorcière. La sorcière, la méchante, l'autre, c'était ainsi qu'il nommait Cécile. Jamais il ne l'appelait par son prénom. Enfin, il fallait s'y attendre, est arrivé le jour où, sans prévenir, Cécile s'est présentée au bureau en compagnie de Deltil, avec lequel elle était visiblement très amie. « Ainsi, c'est vous, Raphaël, levez-vous que je vous embrasse. » Raphaël a détesté ce moment où elle a dû lui faire la bise, feindre une fausse complicité, entendre Cécile souffler à Deltil. « Il a bon goût, mon mari, en matière d'assistante. » Et ajouter à son intention, « Vous êtes magnifique, Raphaël. » Elle a dû faire les honneurs du bureau de Patrick avant que celui-ci ne remonte. Elle a frémi en voyant son amant poser un baiser sur les lèvres tendues de sa femme. Elle en aurait pleuré. Elle a détesté ce moment, non pas parce qu'ils se sont enfermés tous les trois dans le bureau, mais parce qu'elle n'a pas pu s'empêcher de trouver l'autre jolie. La sorcière était grande, blonde, élégante et soignée. Raphaël l'avait imaginée comme un vieux pain rassis. Elle rayonnait. Je trouve que ça donne bien le ton. Oui.
Voilà, donc là, Après, je ne sais pas si je l'ai lu avec le bon ton, mais en tout cas, cet extrait est parfaitement choisi parce qu'on comprend tout à fait la situation impossible dans laquelle les trois personnages se trouvent. Et tout à l'heure, vous parliez de crime passionnel. Moi, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'effectivement, dès le départ, on comprend qu'il y a plusieurs possibilités. Pas des masses finalement, mais une, deux ou trois. Et en fait, tout au long du livre, on ne sait plus quoi penser. On part sur une piste, on pense à une autre, et puis effectivement, tout à l'heure, vous parliez de la fin, mais avant la fin, il y a les rebondissements. Et moi, Jacques, c'était la première fois que je vous lisais, et je trouve que vous êtes très fort dans les rebondissements. Donc, je ne sais pas si c'est le métier de journaliste, le travail de scénariste, ou si c'est juste parce que vous êtes un très bon romancier, mais j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. J'ai été surprise très souvent. Alors, si je peux, j'ai peut-être un élément de réponse à ça, à votre compliment. Enfin, c'est un compliment, il faut quand même le prendre comme ça. J'écris sans connaître la fin de mon histoire. Ah, ouais. Et donc, vraiment, hein, c'est-à-dire dans aucun, j'en ai fait 12 romans et je connais dans aucun, enfin, sauf le roman, qui est un vrai roman qui est paru chez Albin Michel, où là, parce que c'est une histoire, je connaissais la fin, donc sur mes 11 polars, je pars à l'aventure. Et c'est peut-être ça qui rend le côté un peu page-turner, ou en tout cas rebondissement, parce que moi-même, je me lance c'est presque des défis que je me lance, parce que je me lance sur une piste et puis il faut que j'avance après. Je me souviens, il y a un de mes livres qui s'appelle Adieu, qui est le premier livre que j'avais fait chez Sonatine, où j'avais écrit pas loin de 200 pages quand même, c'est-à-dire en gros les 2/3 du bouquin, et j'étais totalement coincé. C'est-à-dire j'avançais, mais je voyais pas ma fin, je voyais pas comment les choses allaient se débloquer. Et donc c'est assez angoissant. Hein. Et finalement, c'est presque l'image d'Épinal de le dire, mais c'est en m'endormant le soir que j'ai trouvé la solution. C'est vraiment, ça me prenait tellement à la tête, je n'arrivais pas à trouver le sommeil, mais c'est en m'endormant dans mon lit le soir que j'ai trouvé la solution pour ce roman-là. Et le suivant, qui s'appelle Deux gouttes d'eau, donc celui qu'on évoquait tout à l'heure, je me suis dit, non, vraiment, maintenant j'arrête de faire comme ça, je vais essayer de faire un plan, au moins comme ça j'aurai une ligne directrice et je vais pas m'angoisser je vais pas m'angoisser, quoi, ça sera plus facile comme ça. Et donc j'ai commencé à faire un plan, et ça je m'en souviens parfaitement, j'ai fait 17 chapitres, enfin 17 chapitres résumés, et au bout d'un moment j'ai dit, non, j'arriverai pas, c'est pas mon truc. Et donc j'ai laissé tomber et je suis parti à l'aventure, et après j'ai comparé les 17 chapitres qui n'avaient rien à voir avec ce que j'ai fait. Et c'est vrai que quand on écrit comme ça, c'est qu'il y a des personnages qu'on prend secondaires qui tout à coup prennent de l'importance. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ça vient comme on doit être tous un peu, les auteurs de polar, tous un peu starbés. Donc c'est peut-être la raison. Et du coup, tu as des flashs? Tu as des flashs en te disant, tiens, il va se passer ça? Comment ça se passe? Parce c'est pas les flashs, c'est pas la Vierge Marie qui m'apparaît pour faire ça. Non, ça vient assez naturellement, en fait. Vraiment, j'ai ce qu'on appelle la fameuse angoisse de la page blanche, je ne l'ai pas du tout. J'attaque, je me mets devant mon ordinateur et ça roule tout seul. Franchement, c'est très, très fastoche pour ça. Encore une fois, c'est le côté positif du truc, c'est que quand je me lance dans une... Et je reviens rarement en arrière. C'est-à-dire que si j'ai mis un personnage, et qui prend de l'importance, il en aura jusqu'à la fin. C'est-à-dire je ne l'enlève pas son importance. En revanche, ce que je fais quand même, une fois que le livre est terminé, il faut tout reprendre pour que tout soit à peu près cohérent avec, si on pense que c'est A l'assassin et qu'au final c'est B l'assassin, il faut quand même tout faire en sorte pour que les choses se tiennent. Et par exemple, dans celui-là, la fin m'est venue petit à petit. Enfin, le switch de fin m'est venu, et donc tous pareil. Dans Deux gouttes d'eau dont on parlait tout à l'heure, l'histoire où ils sont ensemble tous les deux, ils se déshabillent, les deux jumeaux se déshabillent,
ils sont à nouveau, on peut plus les départager. Ça m'est vraiment venu à la fin, totalement à la fin, comme ça. Et ce qui est, après, les éditeurs ont souvent leur mot à dire dans les histoires. Si on prend l'histoire d'Hortense, qui termine de façon extrêmement brutale pour ceux qui l'ont, peut-être que certains l'ont lu, c'est vraiment très brutal. C'est vraiment, par exemple, le dernier paragraphe où tout bascule. Et j'avais. Hein? En quelques lignes, à la fin d'Hortense, effectivement, c'est. Ouais, et en fait, j'avais fait un chapitre supplémentaire qui se passait dans le bureau du juge d'instruction 3 mois plus tard, où toutes les explications étaient données. En gros, on comprenait le pourquoi du comment. Et mon éditeur a eu raison. J'étais chez Sonatine, et François Verdoux, qui est le patron de Sonatine, m'a dit « Non, Jacques, après un coup de poing, on ne peut pas donner une caresse. Donc, tu enlèves la caresse, et ça se termine par le coup de poing. » Et donc, on a enlevé le dernier chapitre. Et ça se termine comme ça de façon assez brutale. Et il a eu raison, en réalité. Je ne sais pas si Caroline est toujours là, mais il faut écouter son éditeur aussi. Il est important. Alors, ouais, Caroline est là, elle nous écoute et elle nous dit dans le chat que Jacques est l'un des rares qui sait manier les personnages antipathiques. Et je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que dans Plus fort qu'elle, Patrick est particulièrement antipathique. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Vous ne faites que des gens sympathiques, vous avez de la chance. Caroline ajoute parfaitement, il faut écouter son éditeur, surtout moi. Voilà. Je vois que vous avez une bonne relation. On peut en témoigner. Alors, évidemment, on a une bonne relation. Si on a une mauvaise relation avec son éditeur, on n'a plus de barrière. C'est sûr. Et elle sait que je suis extrêmement obéissant. Alors là, elle me dit, il faut aller à droite, je vais à droite, il faut aller à gauche, je vais à gauche. Moi, alors là, j'obéis. Elle le sait en plus. Hein. Ça veut dire que vous travaillez tout le roman, tout le manuscrit avant d'en discuter avec votre éditrice ou vous échangez un peu au fur et à mesure? Non. Alors, comme elle sait déjà que la façon dont j'écris, elle ne peut pas me dire au début, mais je veux qu'elle meure à la fin. D'accord. Donc, en fait, je fais tout le livre et on ne se parle pas pendant. On ne parle pas du livre pendant. Hein. Et en revanche, à la fin, elle fait un travail d'éditeur. Un travail d'éditeur, c'est de dire cette scène est un peu trop longue, celle-là, je la raccourcirai, le personnage, il est trop sympathique, il faut le rendre un peu plus antipathique. Enfin, au contraire, il est trop antipathique, il faut le rendre un peu plus sympathique. C'est un travail normal d'éditeur. Hein. Vous savez, moi, je fais des scénarios avec le truc qui est tourné pour TF1, là. C'est un enfer. Hein. Travailler avec Caroline Lépée, c'est un plaisir à côté. Hein. J'en suis à la V6 du scénario parce qu'il y a un truc qui ne va pas et que le mec est brun, il fallait qu'il soit blond, la fille qui a 25 ans, il faut qu'elle en ait 30. Enfin, des conneries comme ça. Écrire des scénarios, c'est le pire des boulots. Hein. Franchement. Des moments, je me dis, alors qu'écrire un roman, c'est super parce qu'on a une vraie liberté. Et après, on a un échange avec un éditeur qui est très respectueux. Moi, j'ai aussi travaillé pour France 2 sur les scénarios. C'est un peu la même chose aussi. C'est vraiment hard. Hein. Le scénario, c'est hard. Plus hard qu'écrire un roman où on laisse vraiment davantage la créativité de l'auteur se libérer. Ça, c'est sûr. Franchement. En même temps, tu as une vraie richesse dans chacun de tes livres, parce que moi, j'en ai lu beaucoup, et c'est vrai que tu changes complètement d'univers. Tu as beaucoup de personnages féminins qui sont très forts, comme Hortense ou Sophie, qui était dans... Sophie, c'était dans Sauvez-moi, pardon. Également dans Le jour de ma mort avec Charlotte. Comment ça se passe? Tu choisis un personnage féminin parce que tu es inspiré par quelque chose. Comment ça se passe? Parce que moi, je trouve que tu décris très bien les personnages de femmes dans tes livres. Je suis meilleur sur les femmes que sur les mecs, c'est ça que tu veux dire? T'aimes bien les femmes, ouais. Non, mais j'ai eu un seul prix littéraire dans ma vie, un seul, qui est mon premier roman, qui était donc La femme du monstre. Et ce prix littéraire, ça s'appelle, je ne sais pas si ça existe toujours, ça s'appelle le prix des romancières. Donc c'était des romancières qui décernaient un prix à un homme ou une femme. Enfin, c'est pas... Et
Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que elles avaient salué à l'époque la psychologie féminine que j'avais mise sur ma femme de monstre. Ouais. Ouais, je suis assez bon en psychologie féminine. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis le personnage de Raphaël, pareil, dans Plus fort qu'elle. C'est vrai que c'est ta part. Pardon. La description que je fais de la façon dont elle vit cette relation amoureuse est assez juste, je pense. Hein. Même si c'est un homme qui la raconte, je pense qu'elle est assez, je sais pas, c'est peut-être mon côté féminin, on a tous un petit côté. C'est ta part féminine qui s'exprime dans tes romans. Ouais. Qui ressort, je ne sais pas. Ok. Caro, est-ce que tu as autre chose à dire sur Plus fort qu'elle ou on va parler un petit peu aussi du jour de ma mort? On peut parler du jour de ma mort. Après, j'ai des questions transversales. Juste une question, Jacques. Le prix des romancières, c'est celui de la foire de Saint-Louis? Oui, c'est ça. C'est ça, en Alsace. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Il existe toujours, figurez-vous. Il existe toujours. Bon, ben voilà. Ouais. Alors, Le jour de ma mort est sorti au livre de poche la semaine dernière. Voilà, donc je parlais du personnage de Charlotte. C'est un livre qui se passe sur une journée, la journée du 28 octobre, donc qui va démarrer très tôt le matin et qui va se terminer très tard le soir. Est-ce que tu veux nous raconter, Jacques, nous pitcher le livre? Je te laisse faire et puis après je vais lire un petit extrait. Oui, c'est la question, est-ce qu'on échappe à son destin? C'est un peu la question fondamentale de ce polar, qui part d'une virée de jeune fille à Marrakech, où elle rencontre un voyant qui prédit à chacune ce que chacune va devenir dans les années qui viennent. Et mon héroïne s'agace, il la prend à part et il lui dit « Toi, tu mourras le 28 octobre ». Donc, c'est quelque chose qu'elle oublie, elle s'en amuse, etc. Enfin, mais le 28 octobre au matin, enfin, plutôt à minuit, dans la nuit du 27 au 28 octobre, donc à minuit et quelques minutes, ça lui revient comme une réminiscence, elle se souvient de ça, et elle rentre dans un processus de paranoïa qui va durer 24 heures. Et est-ce qu'à l'issue de ces 24 heures, est-ce qu'elle sera vivante ou pas, parce qu'il va y avoir tout plein de petites péripéties qui vont faire qu'elle pourrait mourir, d'autant que dans la ville où elle habite, il y a un serial killer qui l'a repérée et qui veut sa peau. Donc voilà. Mais elle ne sait pas qu'il y a un serial killer, mais elle sait qu'il y a un serial killer qui traîne dans la ville, qui choisit les victimes qui lui ressemblent, etc. Donc elle est prisonnière de cette paranoïa, et cette paranoïa va l'entraîner peut-être dans les bras, en tout cas vers le couteau du serial killer ou pas. Ça sera c'est la question. Et est-ce qu'elle va sortir vivante au bout de ces 24 heures? Est-ce qu'à minuit, le 28 au soir à minuit, elle sera vivante? C'est toute la question de ce roman, avec, par exemple, un élément auquel je n'avais pas pensé et qui donne un peu de sel au roman, c'est que la date du 28 octobre n'est pas une date au hasard. C'est parce que c'est le jour où on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Et donc, quand elle croit être sauvée à 23 heures, il lui reste encore 1 heure à essayer de vivre, de survivre, etc. Et par exemple, cette idée-là m'est venue en écrivant le roman. Je n'y avais pas pensé du tout au début. Voilà. Parce que c'est une idée qui est incroyable. C'est vrai que là, pour ceux qui ne l'ont pas lu, bon. Donc, c'est partie des petites choses qui font que. Après, moi, écrire un bouquin, c'est du boulot, il faut reconnaître. Et notamment quand j'étais patron de Paris Première ou patron d'RTL, c'est du boulot aussi. Il faut reconnaître aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je ne prenais pas plaisir, vraiment un énorme plaisir à écrire ces histoires, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Mais c'est vraiment un complément très agréable de vie pour moi. Ça ne me pourrit pas la vie. J'aime voyager, enfin bon, c'est difficile en ce moment, mais en tout cas j'aime beaucoup voyager, j'aime profiter de la vie comme tout le monde. Donc je veux pas que ça je veux pas que ça me pourrisse la vie. Comme ça me pourrit pas la vie, au contraire, ça l'enrichit.
écrire, pour moi, c'est super. Franchement, j'adore ça. Donc, c'est un plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je le Pour dis. nous, de le lire. Vraiment. Caro, tu nous lis un extrait? Ouais. Alors, attends, je partage l'écran. Hop. Voilà. Alors, du coup, attends, t'as mis à partir d'où? Ouais. L'homme Et se je ne lève. Ouais. Non, moi j'avais mis Je ne t'ai jamais oublié, Charlotte. Tu l'as ou pas? Ah non, je l'ai pas, ça. Non, j'ai l'homme se lève, il est derrière elle. Il s'affiche à l'écran, tu le vois ou pas? Ouais, mais moi je suis trop loin de l'écran, je vois rien. Ah, ok. Tu veux que je le lise? Ouais, mais c'était pas ça que j'avais choisi. Bah si, il me semble bien. Non, j'avais dit Je ne t'ai jamais oublié, Charlotte. Est-ce que tu veux lire l'extrait que tu as sous les yeux? C'est pas grave, j'enlève l'écran, pas de souci. Non, non, je vais prendre un L'homme se lève, c'est pas grave. L'homme se lève. Il est derrière elle, elle ne le voit plus, mais l'entend. C'est aujourd'hui le jour de ta mort, Charlotte. Je te l'ai annoncé il y a 3 ans. Tu vois, je tiens ma promesse. Si c'est mon destin, il n'y a pas à discuter, répond-elle docile. C'est bien, tu es raisonnable. C'est bientôt terminé. Elle ne pleure plus. Son visage s'éclaire, elle sourit. Merci, dit-elle. Elle sent le froid de la lame sur sa gorge. Le visage de l'homme se brouille, s'efface. Maintenant lui apparaissent menaçants, des visages connus, d'autres sur lesquels elle ne parvient pas à mettre un nom. Certains paraissent hostiles, d'autres à l'inverse lui proposent de l'aide. Enfin, Jérôme apparaît. Mais elle le reconnaît à peine tant son rictus est dur, son regard implacable. Il tient un couteau dans une main. Elle se débat, tente de distendre ses liens. Cela ne fait qu'aviver la douleur. « Délivre-moi, supplie-t-elle. » Muet, il se contente de sourire. Elle s'étonne. « Que se passe-t-il, mon amour? Que fais-tu avec ce poignard? Je suis venue pour toi, ma chérie. » Elle est heureuse maintenant. L'homme qu'elle aime est là pour la sauver des griffes du monstre. Il se penche sur elle, elle sent son haleine fétide. Il murmure à son oreille, la voix douce, amicale. « Destin est cruel, Charlotte. La vie est ainsi. » Il s'interrompt et annonce, martial, un peu désolé. « C'est l'heure, chérie. Il est presque minuit. » « J'ai échoué, semble-t-elle. On ne peut pas lutter contre le destin. Tu as raison. » « Non, répond-il. Lui, il avait raison. » Charlotte ouvre les yeux et émerge, suffocante, de son mauvais rêve. Voilà, donc là, c'est au tout début du jour de ma mort. Donc, justement, Charlotte, comme une vision, en fait, voit le moment où elle va mourir. Jérôme. Et ensuite, qu'elle se réveille. Ouais. Et que... Jérôme, donc c'est son compagnon en fait. Donc il y a Charlotte, l'héroïne du livre. Il y a Jérôme, le mari, qui part quelques jours à Dubaï. Elle va se retrouver toute seule sans lui. Et il y a ce serial killer donc, qui traîne dans les rues pas loin de chez elle. Et donc c'est vrai que, comme dans Plus fort qu'elle, en fait, il y a de nouveau un trio de personnages. Il y a un chat aussi. Pardon? Il y a un chat. Il y a le chat. Je voulais t'en parler. Alors qu'est-ce qui se passe avec les chats? Est-ce que tu peux nous Pourquoi pas un chat finalement? Donc voilà, donc j'ai un chat qui s'appelle. J'ai un chat moi aussi, qui s'appelle Grishka, et dans le roman il s'appelle Grishka. Donc c'est le héros du roman. Donc tu as mis ton chat. Ouais, j'ai mis mon chat. Voilà. Alors du coup, je trouve que ce livre-là, Le jour de ma mort, fait très. Alors c'est un huis clos, hein, ça se passe dans cet immeuble, dans la cage d'escalier, il y a l'ascenseur, il y a cet appartement. Et c'est vrai qu'on suffoque avec Charlotte toutes ces heures qui s'égrènent, qui sont longues. On va se demander pendant tout le bouquin si oui ou non elle va en réchapper, si elle va réussir à survivre à cette journée. Et la tension, moi je trouve que c'est un des bouquins dans lequel il y a le plus de tension. Et là, de savoir que finalement, quand tu écris le livre, tu ne sais pas ce qui va se passer, ça rend le bouquin d'autant plus original pour moi parce que c'est vrai que c'est tout à fait ce qu'on ressent en tant que lecteur. On se dit jusqu'au bout comment ça va se terminer en fait. À quel moment tu décides de ta fin? Est-ce qu'elle arrive quand même quelques pages avant ou est-ce que tu te dis, allez, là c'est bon, je décide, c'est maintenant? Comment ça se passe? Je me souviens plus. Comment ça se passe? Encore une fois, ça vient un peu. On ne peut pas spoiler la fin, quoi. Donc, le truc, c'est de dire est-ce qu'elle va y passer ou pas? Est-ce qu'on échappe à une prédiction comme celle-là ou pas?
qui est un peu quelque part fantaisiste, qui est un peu fantaisiste. Honnêtement, enfin, vraiment, je sais pas comment vous expliquer mieux que l'histoire se construit pas à pas. C'est comme si je marchais dans une forêt et finalement je décide plutôt d'aller tout droit, je prends un chemin à gauche et je reviens pas sur mes pas, je continue ce chemin-là. Et c'est comme ça que les choses. Et après, en progressant comme ça dans le roman, malgré tout, il y a une. Alors c'est pas un flash, mais c'est un peu comme une petite graine qui germe et qui s'impose petit à petit comme la fin possible, enfin comme la fin possible et qui devient improbable et qui devient la fin. C'est de possible à probable et à sûr. C'est comme ça que les choses évoluent petit à petit dans le roman. Donc c'est, je sais pas comment dire mieux que l'expliquer comme ça, parce que même cette explication, je ne l'avais pas trouvée, je l'ai trouvée en direct là, et je me dis effectivement c'est ça. D'abord, effectivement, on se dit c'est une fin un peu possible, et ensuite et à partir du moment où on se dit tiens c'est la bonne fin, ça sera la bonne fin, on construit la fin des derniers chapitres un peu dans avec cette logique-là, et on reprend, et après je reprends l'ensemble pour que le début soit logique avec la fin, malgré tout. Voilà, c'est un peu comme ça que et donc dans le cas précis de ce roman, la fin telle qu'elle est, je ne l'avais pas imaginée, d'autant plus qu'au départ, je n'avais même pas imaginé cette fameuse heure supplémentaire. Ok. D'accord. Donc, et je vois là, je suis en train d'écrire le prochain roman qui paraîtra l'année prochaine. J'ai déjà fait vraiment, je l'ai pas fini, mais j'ai vraiment fini la trame, quoi. Maintenant, il faut que je reprenne, etc. Mais la fin de celui-là aussi est totalement inattendue. Totalement. Et moi-même, au départ, je n'y avais pas pensé. C'est-à-dire d'un personnage secondaire devient le personnage principal du roman. Et ça, au départ, c'était pas du tout ça. Donc voilà, je ne peux pas dire, c'est comme ça. Et tu sais, vraiment, je trouve que ça fait très pièce de théâtre. Je ne sais pas si, moi, en le lisant, j'avais vraiment l'impression, voilà, que ça pouvait être une pièce de théâtre. Et on parlait juste avant de démarrer tout à l'heure un petit peu de toutes les adaptations en cours de tes livres. Est-ce que je me souviens plus, est-ce que Le jour de ma mort en fait partie? C'est-à-dire, il y a eu donc Deux gouttes d'eau qui a été joué par Sylvie Testu et Michael Youn, qui faisait un duo d'enquêteurs. Là, il n'y a pas de policier dans cette histoire-là. Enfin, il n'y a pas de policier. Enfin, il y a vraiment les policiers. Il y a une enquête, mais enfin, il n'y a pas de policier. Et en fait, Michael Youn et Sylvie Testu, sans devenir des héros récurrents, ont demandé à la productrice de lui trouver une histoire pour que leurs deux personnages se retrouvent. D'accord. C'est la scénariste qui s'appelle Joanne Rigolo, qui est une très bonne scénariste, qui avait écrit Deux gouttes d'eau, le scénario de Deux gouttes d'eau, a réintroduit dans cette trame des 24 heures les deux policiers. Donc, quelque part, c'est une adaptation, c'est librement adapté. J'ai totalement confiance dans le travail de la production, etc. Parce qu'on en a parlé, on a même décidé ensemble comment on pouvait introduire les policiers. Et donc, c'est une suite de deux personnages, de deux gouttes d'eau. D'accord. Voilà. Mais qui se greffent sur cette histoire-là. D'accord. Donc là, en fait, effectivement, le scénario est librement adapté de ton livre, en fait. Librement adapté. Mais après, moi, je ne m'appelle pas Balzac ni Victor Hugo, il faut quand même voir les choses en face. Donc, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, je n'ai pas un ego sur les mentionner en disant on ne touche pas à mon œuvre littéraire, comment vous avez fait ci. Ça m'est égal, à partir du moment où le truc est bien, ça me va. Franchement. C'est une autre création artistique. Oui, c'est ça, si c'est bien, si c'est cohérent, après tout, effectivement, c'est librement adapté de ça, mais c'est pas très grave. Enfin, moi, je trouve pas grave qu'on rajoute deux flics dans cette histoire-là.
Pour revenir à Hortense, qui est vraiment très particulier, là, je suis plus interrogatif parce que c'est vraiment une ambiance. En plus, c'est une histoire vraie au départ, l'histoire d'Hortense, donc c'est une histoire que j'ai connue, etc. Là, on s'en est totalement éloigné, donc j'ai vraiment demandé que ce soit écrit librement inspiré. Mais sinon, mais encore une fois, j'ai pas fait de caprice, c'est comme ça, quoi. Si c'est bien, ça sera bien, et tant mieux, quoi. Voilà. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on parle d'Hortense. Pour ceux qui ne vous auraient jamais lu, Jacques, quel est votre conseil? Par quel livre vous nous conseilleriez de commencer? Est-ce que c'est Hortense? Est-ce que c'est Plus fort qu'elle? Moi, j'ai commencé, du coup, mon premier Jacques Expert, c'est Plus fort qu'elle. Et je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'ai envie d'en lire un autre. Est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux que vous avez écrits? Je pense qu'il faut que vous lisiez Hortense. Ok, Hortense. Voilà. Comme ça, on en reparle l'année prochaine et on peut parler de la fin parce que certains avaient des questions. En dehors de l'année prochaine. Mais, et puis, il y en a un que j'aime beaucoup, personnellement, c'est La femme du monstre, mon premier livre. Parce que c'est aussi le début pour moi d'une histoire personnelle avec les romans, donc, comme je le disais tout à l'heure. Et en plus, je pense que le personnage féminin, la femme du monstre, il est vraiment puissant, je trouve. Enfin, là, en l'occurrence, je jetais quelques fleurs, je trouve le personnage puissant. J'aime bien. Enfin, c'est très, très bien. C'est le livre qui a obtenu le prix des romancières. C'est le plus noir de tous. Vraiment, il est très dark, mais j'aime beaucoup ce roman. Très bien. Voilà. Alors moi j'avais une petite question, donc ton livre Plus fort qu'elle vient de sortir, on est en période de Covid, comment ça se passe pour toi? Est-ce que malgré tout tu vas faire quelques séances de dédicaces? Est-ce que tu vas participer à quelques salons qui ne sont pas annulés? On peut te voir quelque part prochainement ou dis-moi un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de salons en fait, il n'y a pas beaucoup de salons. Il y a celui qui est à Mulhouse la semaine prochaine. Malheureusement pour des raisons personnelles, là je peux pas y participer. Sinon, par exemple, le week-end prochain, je vais samedi au Mans. Et au Mans, il devait y avoir un salon littéraire aussi à cette période-là. Et en fait, ils l'ont transformé en rencontre avec des auteurs en plein air, avec des distanciations sociales, etc. Et c'est pas 2 jours comme un salon, 2 ou 3 jours comme un salon ordinaire, c'est uniquement une après-midi. C'est uniquement une après-midi. Donc, et vraiment, les gestes barrières sont respectés parce que, par exemple, les gens qui sont intéressés par le livre n'auront pas accès au livre. Ils ne prendront pas le livre, etc. C'est moi qui leur donnerai le livre. Pour donner quelques exemples, parce que je demandais comment ça allait se passer, quoi. Donc tout le monde sera masqué. Enfin, ça va être, je sais pas, je n'ai jamais participé, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais il n'y a pratiquement pas de salon. Par exemple, il y avait un salon qui était au Touquet auquel j'avais dit que j'irais. Et là, ils font exactement le même schéma qu'au Mans, par exemple. Alors que ça va être un salon de 2 jours classique dans une salle. Après, objectivement, un salon, ça peut être un cluster. Il faut faire gaffe, quoi. Enfin, c'est quand même, il faut faire gaffe. Il faut être masqué. C'est assez compliqué. Après, ce qui est vraiment sympa, il y a 2 choses qui sont vraiment sympas dans un salon. Là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est vrai. C'est la relation. On rencontre des lecteurs et les gens qui viennent acheter le livre. Ils n'achètent pas parce qu'ils s'appellent Plus fort qu'elle. Là, ils viennent parce qu'ils vous aiment bien, parce qu'ils ont lu un truc, etc. Enfin bref, pour ça. Et la deuxième chose qui est vraiment très sympa, c'est la relation qu'on a entre auteurs. Et c'est vraiment, les auteurs de polar ont cette caractéristique. J'en connais pas de cons, en fait. Je vous assure, ils sont sympas et on s'entend tous bien. Non, mais c'est vrai que du polar, c'est toujours un bonheur. Que vous vous connaissez tous, vous vous aimez tous et ça se ressent. Oui, après, en littérature blanche, c'est vraiment là. Et là, ils se détestent tous, ils regardent tous s'ils ont plus vendu les uns que les autres. Moi, personnellement, je vends mieux que certains et moins bien que d'autres. Mais ça m'est égal, en fait. Enfin, je veux dire, je ne suis pas jaloux de celui qui vend plus que moi. Et je préférais que celui qui vend moins que moi, vende autant que moi. Enfin, et je pense que ce sentiment que j'ai est un sentiment assez partagé. On s'entend vraiment bien et c'est vraiment très sympa. Et donc, on passe des soirées très sympas.
Donc, c'est vraiment super, les salons. C'est dommage qu'aujourd'hui, ce soit compliqué. C'est-à-dire, si on se retrouve tous à dîner ensemble quelque part, c'est risqué, objectivement. Il faut bien voir, c'est quand même dans ces réunions-là que les choses risquent de se propager. Donc, c'est l'ambiance des salons, qui est la relation avec le lecteur et la relation entre auteurs, est totalement perdue. Donc, les salons, c'est pas évident d'y participer, d'autant plus que pratiquement il y en a plus, quoi. Enfin, il y en a pratiquement pas. Et voilà. C'est pour ça qu'on a de la chance de faire cette interview en visio, parce que ça permet d'échanger et de discuter, d'en savoir plus sur les romans et sur votre travail d'écrivain, sans forcément se rencontrer en vrai. Non, mais c'est une super idée, votre apéro. On ne boit pas, mais c'est dommage. Je croyais qu'on buvait, moi, l'apéro. Non, ouais, on n'a pas le temps, on parle trop. Non, et puis c'est chouette, comme ça on voit ta belle bibliothèque aussi, on rentre chez les gens, donc c'est rigolo aussi. Bon, c'est vrai qu'on avait lancé nos apéros, on parlait de confinement, et puis finalement on les a gardés parce que c'est un lien aussi entre les auteurs, nous les lecteurs, et c'est vrai que c'est des petits moments qui font du bien parce que moi les salons ça me manque, voir les auteurs ça me manque également, et c'est vrai que ça manque à beaucoup de gens. Là, les salons s'annulent les uns après les autres, donc c'est vrai qu'on est tous assez tristes. Donc c'est bien agréable de t'avoir eu avec nous, pour nous tout seuls, pendant 1 heure. D'accord. C'était vraiment chouette. Il n'y a personne qui veut me poser des questions? En fait, les gens réagissent. Si vous avez des questions, oui, allez-y, n'hésitez pas. Si vous voulez poser une question, vous pouvez rallumer votre micro. Ouais. Sinon, il y a beaucoup de remarques sur Hortense. Hein. Hortense est une petite bombe. Se sont pris une claque. Il y a beaucoup de remarques. Ce que je fais sur Hortense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur leur faim à la fin. C'est ce qui est dit. Ouais. J'aurais aimé avoir une explication à la fin d'Hortense, personnellement. Elle se livre. Il y a les gens qui me disent j'ai aimé Hortense, mais alors à la fin, franchement, vous foutez de notre gueule. Enfin voilà, c'est pas sympa, on n'a pas toutes les explications. Donc ceux qui veulent, s'il y en a là parmi vous qui veulent, vous m'envoyez votre adresse mail et je vous envoie les 5 pages. C'est ce que je fais à des gens qui me disent. Le chapitre caché. Le chapitre caché, je le donne à celui qui le veut. Je crois qu'il y a peut-être. Je ne sais pas si Marie ne l'avait pas eu, je ne sais pas si je l'avais pas envoyé elle. Mais, du coup, on peut envoyer un petit message sur quoi? Sur Instagram? Non, il m'envoie. Si vous avez de quoi noter, ma boîte mail, c'est jacpert@gmail.com. Attends, t'es allé trop vite. En un seul mot? jacpert, en un seul mot. Pas Jacques Expert, jacpert, @gmail.com. Vous me dites bonjour, j'étais à l'apéro l'autre jour. Si vous voulez m'envoyer un file, je vous l'envoie direct. C'est très sympa, Jacques. Hein, donc, il n'y a pas de souci. S'ils sont sur leur faim, je vous donne la faim. Voilà. J'avais fait ça avec l'une de mes collègues quand tu étais venue au salon, Ronnie Sotimani pense. Effectivement, elle était venue te voir pour te dire exactement ça. Et du coup, elle m'avait dit chouette, il m'a envoyé la faim. Et c'est vrai que moi, ça ne m'a pas manqué, mais c'est vrai qu'il y a plein de lecteurs qui ont envie d'avoir ce chapitre en plus. Donc, écoutez, c'est l'occasion, n'hésitez pas. Alors, envoyez un message à Jacques. Non, ce qui est vrai d'ailleurs, en revanche, je pense que c'est mieux comme ça. Et d'ailleurs, 8 fois sur 10, j'ai dû l'envoyer au moins une trentaine de personnes, ou peut-être un peu plus encore. Si on me le demande, je le fais. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Et la très grande majorité disent que finalement, c'est mieux sans tout savoir, c'est mieux sans la fin. Après, ils disent c'est bien, comme ça j'ai mes explications, mais objectivement, le choix qu'on a fait ensemble avec l'éditeur était le bon choix, je pense. C'est-à-dire de donner une fin assez brutale, qui effectivement laisse un peu comme ça quelques questions en suspens, mais c'est pas grave, en fait. Oui, alors Lily, je me souviens bien du justement, pardon, cette fin différente fait que l'on se souvient de ce roman. Voilà, c'est ça. Non, mais la fin est assez, pour ceux qui l'ont lu, la fin est vraiment à la fois inattendue. Je suis obligée de le lire maintenant. Et brutale, on va dire. Donc, qui a envie de lire Hortense, pour ceux qui ne l'ont pas lu, levez la main.
Super. Mais par exemple, Hortense, c'est là où je retrouve mon travail de journaliste. Hortense, c'est une histoire vraie au départ. C'est-à-dire que la mère, les conditions ressemblent vraiment au personnage que je décris dans Hortense, et les conditions de l'enlèvement de la petite fille, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, l'acharnement de la mère qui a mis des années, qui a quasiment consacré toute sa vie à essayer de retrouver sa fille, c'est vrai. Je le sais d'autant plus que je suis toujours resté en relation avec elle. Comme son cas m'avait ému à l'époque, on se voyait régulièrement, alors vous avez retrouvé votre fille, qu'est-ce que vous avez fait là, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on a déjeuné ensemble à Paris, et elle m'a dit, Jacques, c'est fini, j'abandonne. Je sais que ma fille est vivante quelque part, que je la reverrai jamais. Elle a 35 ans aujourd'hui, ça fait 30 ans plus de 30 ans, 32 ans que je me bats pour la retrouver. J'abandonne, je pars vivre en Bretagne, je laisse tomber. Et donc, ça a fait un peu, dans ma tête, je réfléchis à ça, et je l'ai appelée, j'ai dit, elle s'appelle Catherine en réalité. Et je dis, Catherine, est-ce que vous acceptez que je me serve de votre histoire pour écrire un roman? Et elle m'a dit, oui, je vous laisse l'autorisation. Et donc, j'ai écrit Hortense, avec la fin qu'on connaît, qui n'a rien à voir avec la vraie fin, puisqu'elle n'a pas retrouvé. On dit rien, on dit rien. Mais non, mais on sait. Je dis rien. Dans le livre, elle retrouve sa fille. Dans la vraie vie, elle ne retrouve pas sa fille. Enfin, elle retrouve sa fille. Point d'interrogation, est-ce que c'est sa fille ou pas? Mais en tout cas, si elle ne m'avait pas donné l'autorisation de le faire, Hortense n'aurait jamais. D'accord. Et est-ce qu'elle a lu le livre? Été écrit. Non. Non, ok. Non, elle n'a pas voulu le lire. C'est difficile. Elle n'a pas voulu le lire. Non, parce qu'elle le sait que j'ai écrit le livre. Parce que c'est librement inspiré de sa propre vie. Voilà, ok. Voilà. Très bien. Eh ben, on va finir sur ces belles paroles. Lisez Hortense. Voilà. Et on en reparle. Voilà. Merci Jacques d'avoir été avec nous pendant cette heure. Merci de nous avoir fait découvrir ton univers, redécouvrir. On a parlé de pas mal de tes livres. Donc, merci beaucoup de nous avoir expliqué ta manière de travailler également. Merci à vous. Et j'espère que vous ferez de bonnes lectures dans la plein de belles choses pour Plus fort qu'elle qui est sorti aujourd'hui donc chez Calman Levy, Le jour de ma mort qui est sorti au livre de poche. Voilà. Vous mettez les couvertures ou vous faites un petit coucou pour une photo de fin, s'il vous plaît. Super, excellent. Bon, merci à vous et puis. Merci à tous. Bonne soirée. Continuation. Dans 15 jours, on se retrouve avec Olivier Norek pour un apéro. Voilà. Donc, dans 15 jours. Et d'ici là, bonne soirée, bonne lecture. Et merci Jacques. Ok, merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Ouais, au revoir. Ciao. Bonne soirée.